L'ancien ponton en bois gémissait tristement sous les pieds de Tom. Cela faisait exactement 40 ans qu'il jetait sa ligne dans les eaux brumeuses du lac des Saules, en Provence. C'est ici que tout avait commencé. Son père lui avait appris à pêcher dans ce lac, tôt le matin, lorsque la brume enveloppait le lac et étouffait le silence. Aujourd'hui, le silence matinal était rompu par le grondement métallique des engins de chantier. Tom s'en souvenait encore très bien. À l'âge de 5 ans, lorsqu'il était arrivé au bord du lac avec ses petites bottes en caoutchouc, son père lui avait pris les mains et lui avait dit « Tiens bien ta canne, mon fils, la patience finit toujours par payer. » Ce lac n'était pas seulement de l'eau pour lui, c'était ses racines, c'était son histoire. Le sourire de son père, le panier de pique-nique de sa mère, les soirées d'été passées ici avec son amour de jeunesse. Puis les années avaient passé, Tom s'était marié, avait passé de nombreuses matinées à pêcher ici avec sa femme Élise et avait appris à nager à ses enfants. Même après la mort d'Élise, le lac était son réconfort. Le lac des Saules n'était plus seulement un lac, c'était son seul lien avec le passé. Tom connaissait chaque recoin, savait sous quelle pierre les perches se cachèrent le matin, derrière quel roseau les grenouilles coassaient la nuit. La petite cabane de Tom au bord du lac s'appelait « Cabane au bord du lac ». Il y passait ses étés, buvait son café sur sa petite véranda en regardant les canards glisser sur l'eau. C'était peut-être modeste, mais c'était le bonheur pour lui. Le lac lui-même appartenait à tout le monde, de tous les villageois, des enfants aux retraités. Du moins, c'était ainsi jusqu'à il y a 3 mois. Tout a changé lorsqu'Evergreen Development, une société immobilière parisienne, a racheté tous les terrains autour du lac. Le havre de paix de Tom s'est retrouvé au milieu d'un projet immobilier. À la mairie, un homme en costume a présenté le projet en termes ronflants. Nous prévoyons de créer ici un espace de vie luxueux au bord du lac, accessible uniquement aux membres privés. Le lac ne sera désormais accessible qu'aux nouveaux résidents. Pour des raisons de sécurité, l'accès sera interdit aux personnes extérieures. Ces mots ont brisé quelque chose en Tom. Le lac des Saules ne pouvait pas appartenir à une entreprise. Ce lac était toute sa vie. À présent, une barrière métallique avait été installée à l'entrée du lac et des panneaux « Accès interdit, propriété privée » avaient été placés tout autour. Lorsque Tom traversa la brume matinale et s'arrêta devant la clôture, il se disait encore « Peut-être qu'il y a eu une erreur ». Mais à ce moment-là, il entendit quelque chose qui annonçait le début d'un événement bien plus important. Le bruit de camions militaires approchant sur la route. Tom sursauta. Plusieurs hommes en uniforme militaire descendirent des camions et se dirigèrent vers le chemin menant au lac. Ils portaient un insigne sur l'épaule. Tom l'avait vu à la télévision française, dans les journaux et dans des documentaires. Commando Marine, l'une des unités spéciales d'élite de la marine française. Ils étaient là. Et à ce moment-là, Tom a commencé à comprendre que ce lac ne renfermait pas seulement des souvenirs, car les commandos marines n'étaient jamais envoyés n'importe où. Tom s'est lentement levé, il serrait fermement la vieille boîte à pêche dans ses mains, comme s'il essayait de retenir son passé. Son visage était marqué par une colère refoulée et une profonde tristesse. « Ce lac, il est ouvert au public depuis plus de 100 ans, dit-il d'une voix ferme mais fatiguée. Mon grand-père pêchait ici, mon père aussi. Et moi j'ai pêché ici toute ma vie. Ce n'est pas seulement un lac, c'était une partie de notre vie. » Devant lui, le représentant d'Evergreen boutonna son costume coûteux et lui adressa un sourire affecté. « Monsieur Miller, le titre de propriété ne concerne pas seulement le terrain, mais aussi les droits sur l'eau. La procédure judiciaire est terminée, dit-il. Son regard était vide. Pour Tom, ce n'était qu'une affaire, mais pour lui, c'était tout ce qu'il avait. Tom avait fait ce que la loi exigeait. Il avait d'abord consulté un avocat de la région, mais sa pension ne lui permettait pas de payer les frais de consultation. Il avait ensuite rencontré le conseiller municipal. L'homme assis derrière le long bureau s'était contenté de hocher la tête en réponse. « Nous avons les mains liées, Tom. Tout est légal. La propriété leur appartient. Le lac est désormais considéré comme une zone privée. Les panneaux ont été installés la semaine dernière. Des portes métalliques ont également été installées. Si vous entrez sans autorisation, vous serez passible de sanctions légales. » Tom était bouleversé. Le premier jour, il est resté près de l'entrée principale du lac pendant près d'1 heure. Il attendait en silence, son vieux coffre à pêche à la main, regardant la porte verrouillée derrière la chaîne rouillée et le cadenas.
Son regard absent cherchait des traces des jours où il pêchait avec son père quand il était enfant. À ce moment-là, un agent de sécurité s'approcha. Il ajusta ses lunettes et parla d'un ton neutre. « Monsieur, vous devez quitter les lieux. Le lac est une propriété privée. » Tom répondit d'une voix empreinte d'une fierté fragile. « Je pêche ici depuis 60 ans. » L'agent ne se laissa pas attendrir. « Vous ne pouvez plus pêcher ici. » Monsieur Harrington, le représentant d'Evergreen qui le suivait, ne personnalisa pas la situation, mais ses mots étaient blessants. « Monsieur Miller, l'utilisation incontrôlée de l'environnement par la population locale représente un risque pour la valeur des propriétés. Cet endroit va désormais devenir un espace de vie privé haut de gamme. » Tom baissa la tête. Le chemin du retour lui parut beaucoup plus long cette fois-ci. La boîte à pêche qu'il tenait dans ses mains lui semblait lourde, non pas physiquement, mais dans son cœur. Son petit-fils Jules devait lui rendre visite le mois prochain. Tom avait promis à Jules de lui apprendre à pêcher, comme son père le lui avait appris. La honte et la douleur de ne pas pouvoir tenir cette promesse lui serrèrent la poitrine. Ce soir-là, il s'assit seul sous son porche. Les eaux du lac des Saules scintillaient au loin dans le clair de lune. Les reflets entre les arbres symbolisèrent la joie qui avait autrefois rempli la vie de Tom. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il se sentait étranger dans son propre pays, voire comme un invité indésirable. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Tom décida de réessayer. Il se souvint d'un ancien sentier peu connu qui traversait la forêt. Il prit sa canne, ses genoux lui faisaient le mal, mais il ne recula pas. Le chemin de terre était glissant, les branches lui éraflèrent le visage, mais il continua d'avancer. Chaque pas était accompagné d'un souvenir de son passé. Il finit par atteindre une petite clairière qui donnait sur la rive nord du lac. À ce moment-là, il aperçut deux hommes en costume qui inspectaient les environs du lac. Derrière eux, un gros bulldozer attendait, le moteur en marche. « Nettoyez d'abord cet endroit », dit l'un des hommes en montrant quelque chose sur la tablette qu'il tenait à côté de lui. L'autre acquiesça. « Nous voulons la meilleure vue possible pour les maisons témoins. Les chênes cachent le lac. » Tom recula immédiatement. Il ne devait pas être vu. Mais un moment d'inattention. Son pied se prit dans une racine et il trébucha et tomba. La vieille boîte à pêche qu'il tenait à la main heurta les rochers et les appâts métalliques qu'elle contenait s'éparpillèrent dans un cliquetis. Les hommes sursautèrent et se retournèrent rapidement. Le plus grand d'entre eux s'avança d'un pas décidé vers Tom. Sa veste était coûteuse, mais son regard était froid. Les sourcils froncés, l'air clairement agacé, il demanda « Que faites-vous ici ?»« C'est une propriété privée, monsieur. Comment avez-vous franchi ces portes ?» demanda l'homme, sa voix à peine voilée par une politesse forcée. Tom se redressa. Il planta sa canne dans le sol et fixa le jeune homme en face de lui. « Je marchais sur ce sentier avant même que tu sois né. Je pêchais dans ce lac avec mon père dans la brume matinale. Je voulais juste pêcher une dernière fois, c'est tout. » L'homme poussa un soupir. Il ajusta la manche de sa chemise, puis détourna le regard et dit « Je comprends. C'est vraiment triste. Mais nos investisseurs attendent. Chaque retard menace le projet. La sécurité va bientôt venir vous faire sortir. » Tom resta où il était. Le vent faisait bruisser les feuillards des chênes au bord du lac. Dans le silence, il remarqua un jeune homme assis sur un gros rocher à proximité. Il était loin de ses yeux, mais à portée de vue. Il était vêtu d'habits simples, comme quelqu'un qui venait de s'engager dans l'armée. Ses cheveux étaient courts, ses épaules droites, ses mains posées calmement sur ses genoux. Le jeune homme observait toute la scène depuis le début, le regard attentif et curieux. Peu après, deux agents de sécurité arrivèrent. Ils s'approchèrent de Tom d'un pas décidé. L'un d'eux s'adressa à lui sans chercher à dissimuler sa colère. « Monsieur Miller, nous devons y aller. Vous ne pouvez pas rester ici. » Tom s'appuya sur sa canne et se mit à marcher lentement. En passant près du jeune homme, il remarqua que la bouteille d'eau était tombée et s'était renversée. La bouteille roula lentement vers le talus. Le garde de sécurité tirait Tom par le bras, mais celui-ci se baissa brusquement et ramassa la bouteille. « Lâchez ça !» grogna le garde. Mais Tom s'arrêta. Il tendit la bouteille au jeune homme. « Tiens, mon garçon, tu as fait tomber ton eau. » Le jeune homme sourit, l'air un peu surpris. « Merci. La plupart des gens s'en seraient moqués. » Tom secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas grave. Mon fils était dans l'armée. Il a servi dans la marine. » Les yeux du jeune homme s'illuminèrent un instant.
Il baissa la tête. « Vous savez, je suis soldat moi aussi, dit-il dans un murmure. Tom sourit légèrement. « Je m'en suis aperçu. Votre posture, votre coupe de cheveux. Mon fils était exactement comme vous quand il rentrait à la maison en permission. » Le garde de sécurité avait perdu patience. « Ça suffit. Allez, vieil homme, marchez !» En arrière-plan, M. Harrington parlait à quelqu'un au téléphone. Sa voix était claire. « Nous ne voulons pas de retard dans ce projet. Les arbres seront abattus demain. » Tom fut escorté hors du parc par l'agent de sécurité, mais le jeune homme resta où il était. Il suivit Tom du regard pendant un long moment. Puis il sortit discrètement son téléphone de sa poche. Il composa un numéro court. Son regard était toujours fixé sur le bord du lac. Ce soir-là, Tom était assis à la table de la cuisine. Il avait ouvert un vieil album photo jauni et en essuyant la poussière accumulée au fil des ans sur les pages, il s'était plongé dans 3 générations d'histoire. Des photos en noir et blanc, une photo de son grand-père au bord du lac, le premier bar qu'il avait pêché avec son père, puis les étés passés avec Élise, et sur la dernière page, une photo de lui avec son petit-fils Jules, marchant main dans la main au bord du lac. Juste en face de lui, son voisin et ami d'enfance Bill était assis. Il tenait 2 tasses de café dans ses mains. Après un long silence, Tom dit d'une voix basse « Ça commence demain. Les engins de chantier arrivent dans la matinée. Ils vont abattre les vieux chênes. » Bill poussa un soupir. « Ce n'est pas juste, Tom. On dirait qu'il se comporte comme si ce lac n'appartient plus à personne. » Tom ferma l'album et le serra fermement dans ses mains. « J'ai promis à ma petite fille Jules que je lui apprendrai à pêcher ici, comme mon père m'a appris. Maintenant, je vais devoir l'emmener au parc national. C'est à 2 heures de route. »« Tu as reparlé au conseil municipal ?» demanda Bill plein d'espoir. Tom secoua la tête. « Ils m'ont dit qu'ils avaient les mains liées. Harrington a fait des dons à la campagne de tous les membres du conseil l'année dernière. Personne ne veut se mettre à dos. » La nuit tombait. Seul le chant des criquets se faisait entendre dehors. Tom sortit tardivement sur sa véranda. Il posa sa canne sur le côté et s'assit sur sa vieille chaise en bois. Il ne voyait pas le lac, mais il le sentait là. Le clapotis des vagues au loin, le murmure du vent dans les feuilles. Il avait grandi avec ces sons, mais cette nuit-là, il manquait quelque chose à ces sons, le sentiment d'être en sécurité. Pour la première fois, il se sentait comme un invité, voire un étranger, sur la terre où il était né et avait grandi. Tom sursauta au son de 3 coups secs à la porte. Il ne faisait pas encore tout à fait jour. Il regarda l'horloge de la cuisine. Il était 5h30. Il enfila rapidement son peignoir et se dirigea d'un pas lourd vers la porte. Qui pouvait bien être à cette heure-là? Les marches de l'escalier craquaient. L'air était encore frais et brumeux. Lorsqu'il ouvrit la porte, 4 hommes en civil se tenaient devant lui. Avec leur visage rasé de près, leurs cheveux courts et leur regard attentif, ils avaient l'air très disciplinés. Le jeune homme qui se tenait devant s'avança d'un pas. « Monsieur Miller, je suis Ryan Dawson. Nous nous sommes brièvement rencontrés hier au bord du lac, » dit-il. Tom le reconnut immédiatement. C'était le jeune homme qui était assis sur le rocher et observait silencieusement la scène. « Je me souviens que vous êtes venu ici à cette heure-ci, » dit Tom surpris. Ryan s'inclina poliment. « Nous devons vous parler du lac Willow. Pouvons-nous entrer ?» Après une brève hésitation, Tom s'écarta. « Entrez, » dit-il. Les hommes entrèrent silencieusement et s'assirent autour de la table de la cuisine. Dans la pénombre de la pièce encore obscure, Tom se dirigea vers la cafetière. « Excusez-nous de vous déranger à cette heure-ci, » dit Ryan. « Nous voulions vous joindre avant le début des travaux. Nous avons brièvement discuté hier. Nous aimerions maintenant vous expliquer tout ce qui se passe. » Les hommes avaient l'air déterminés. Ryan poursuivit. « Nous sommes tous membres actifs des forces spéciales françaises. Nous sommes actuellement en permission. Mes coéquipiers sont Mike, Chris et Jason. » Tom posa délicatement les tasses de café sur la table. « Mon fils a effectué 2 missions dans la marine, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. » Ryan se pencha légèrement en avant, baissant la voix mais parlant clairement. « Après avoir quitté votre domicile hier, j'ai passé plusieurs coups de fil. Votre fils s'appelle Daniel Miller, n'est-ce pas ?» Tom acquiesça lentement. « Oui. » Ryan poursuivit. « Il y a 4 ans, alors qu'il était en mission dans la région de Kandahar, en Afghanistan, il a sauvé la vie de mon commandant, le lieutenant Wilson.
Il a pris une balle destinée à lui. Les doigts de Tom tremblèrent légèrement. Daniel ne m'a jamais donné de détails sur ses missions. Il était juste silencieux. Ryan baissa la tête. Le lieutenant Wilson n'a jamais oublié. Je lui ai raconté ce qui vous était arrivé hier. La privatisation du lac, la négation de votre passé. Pour lui, c'était inacceptable. Mike intervint. J'ai fait quelques recherches. Nous avons constaté des irrégularités dans les aménagements environnementaux réalisés par Evergreen Development autour du lac et dans la cession des droits sur l'eau. Les registres sont incomplets. Certains documents ont été modifiés a posteriori. Chris prit la parole. Le lieutenant Wilson connaît un groupe d'avocats spécialisés dans les affaires environnementales. Ils acceptent de défendre gratuitement des causes liées aux droits sur l'eau, au droit d'accès du public et à la protection des espaces naturels. Ils sont prêts à prendre votre affaire. Tom demanda stupéfait. Pourquoi ferait-il cela pour moi? Je ne suis qu'un vieil homme qui veut pêcher au bord du lac. Ryan répondit sans hésiter. Parce que votre fils est un héros pour beaucoup de gens. Et parce que ce qui se passe ici n'est pas juste. Nous avons juré de défendre la justice, pas seulement sur le champ de bataille, mais ici aussi. Tom se tut. Il regardait sa tasse de café. La vapeur s'en échappait, mais le poids des années pesait sur son esprit. Pourtant, une petite étincelle d'espoir s'était allumée en lui. Merci les enfants. Merci pour votre gentillesse. Mais Monsieur Harrington a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'influence. Il a acheté beaucoup de silence. Les bulldozers commencent aujourd'hui. Jason, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole pour la première fois. « C'est pour cela que nous sommes ici », dit-il d'un ton calme mais ferme. « Nous ne sommes pas seulement venus apporter une aide juridique. Nous sommes également là pour attirer l'attention des médias. Grâce aux vidéos de notre entraînement militaire, nous avons tous un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. » Ryan poursuivit, et le lieutenant Wilson travaille actuellement pour l'une des émissions matinales les plus regardées de France. Il est prêt à diffuser votre histoire, l'histoire du lac et vos liens familiaux à l'échelle nationale. Tom retint son souffle pendant un instant. Donc, toute la France pourra entendre cette histoire? Mike sourit. Oui, monsieur Miller. Votre histoire ne concerne pas seulement le droit d'un homme à pêcher. C'est le droit du passé, du peuple et de la nature. Tom se cala dans son fauteuil. Le vieux calendrier accroché au mur bougeait légèrement sous l'effet du vent. Au loin, la lumière du matin qui filtrait à travers les chênes semblait différente. Comme l'espoir, comme la lutte. « Ils envoient une équipe aujourd'hui », dit Ryan. Tom s'approcha de la fenêtre d'un pas lourd. Ses yeux étaient encore endormis, mais son regard s'était aiguisé. Il regarda vers la rive lointaine du lac. Alors que la brume matinale se dissipait lentement, il pouvait voir les engins de chantier se diriger vers le chemin qui menait au lac. « Écoutez, Ryan, » dit Tom d'une voix âgée mais fière. « Je n'ai besoin de la pitié de personne. Je ne veux pas de charité. » Ryan répondit sans ciller. « Ce n'est pas de la charité, monsieur Miller. C'est une communauté qui se mobilise pour ce qui est juste. Votre fils aurait fait la même chose. » À ce moment-là, quelqu'un frappa violemment à la porte arrière. Bill, l'ami d'enfance de Tom, entra sans attendre, comme à son habitude. Il était essoufflé. « Tom, dit-il, tu dois voir ça. Il y a un convoi à l'entrée du lac. » Tom prit immédiatement sa veste. Il n'oublia pas sa canne. Ryan et les autres soldats le suivirent. Ils longèrent la clôture qui bordait le terrain et s'arrêtèrent à un endroit surélevé qui donnait sur le chemin menant au lac. Le spectacle était surprenant. Une série de véhicules était agarrés sur la voie d'accès. Certains arboraient des insignes militaires bon français, d'autres le logo de médias. De grandes antennes paraboliques, des caméras, du matériel audio. Et juste au début du chemin menant au lac, un groupe d'une vingtaine de personnes se tenait silencieusement en rang. Tous étaient d'anciens militaires. Certains s'appuyaient sur leurs cannes, d'autres étaient en fauteuil roulant. Certains portaient leurs casquettes de service, d'autres avaient épinglé leurs médailles sur leur veste. Ils se tenaient droit. Tom eut la gorge serrée. Il resta quelques secondes sans pouvoir parler. Ryan lui toucha l'épaule. « Les nouvelles vont vite dans notre communauté. Le lieutenant Wilson a envoyé son équipe ce matin. Regarde cette femme là-bas. Celle qui parle au micro, c'est Sarah Chen. Elle travaille pour Nouvelles du Matin National. Vous faites la une de l'actualité aujourd'hui. » Tom vit alors un SUV noir s'approcher lentement.
La portière s'ouvrit brusquement. Monsieur Harrington descendit du véhicule d'un pas rageur. Deux autres hommes en costume sortirent à leur tour. Le mécontentement se lisait sur leur visage. Il s'approcha du garde à la porte et agita le doigt. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi sont-ils là? Personne ne m'a prévenu. » Avant que l'agent de sécurité n'ait le temps de répondre, Sarah Chen et l'équipe de tournage s'approchèrent. « Monsieur Harrington, » dit Sarah en tendant son micro. « Je suis Sarah Chen de National Morning News. Nous réalisons un reportage sur l'accès public et la protection de l'environnement au lac Willow. Pourriez-vous nous faire une déclaration à ce sujet ?» Harrington se tourna vers les caméras, fronça les sourcils. « C'est une propriété privée. Je n'ai rien à dire. » À ce moment-là, Ryan fit signe à Tom. « Allez, c'est l'heure. » Tom s'avança lentement. Des gens commençaient à se rassembler sur le chemin menant au lac. Des voisins, des personnes âgées, des familles avec leurs enfants. Même le maire était là. Il se tenait à côté de deux conseillers municipaux. Mais leurs visages trahissaient leur inquiétude. Ils se souvenaient certainement des dons de Harrington. Mais rester silencieux devant les caméras était désormais risqué. À ce moment-là, Harrington tenta de passer devant Sarah Chen avec colère, la poussant légèrement avec son épaule. Cette propriété dispose de toutes les autorisations légales. Ces gens sont entrés sans permission. C'est une provocation. Ryan s'avança d'un pas. Sa voix était claire. Il parlait sans perdre son sang-froid. « En fait, monsieur, nous sommes tous dans un lieu public. Personne n'est entré sans autorisation sur votre propriété. Il s'agit d'un rassemblement public. » La foule applaudit légèrement. À ce moment-là, un autre homme s'avança. Il tenait un dossier scellé à la main. Il ajusta ses lunettes et sortit un document de la poche intérieure de son costume. « Monsieur Harrington, » dit-il d'une voix ferme, « je m'appelle Daniel Conway. Je suis expert en droit de l'environnement. Ce matin, le tribunal de grande instance, c'est-à-dire la haute cour, a rendu une décision de référé d'urgence. Vous êtes tenu de suspendre les travaux de construction autour du lac. » Le visage de Harrington devint soudainement livide. « C'est absurde. De quel droit ?» Conway montra le sceau sur le document. En vertu des documents de transfert de propriété datant de 1967. Les analyses effectuées montrent qu'Evergreen Development n'a jamais acquis légalement les droits d'accès au lac. Ces droits appartiennent au public, c'est-à-dire à la commune. Le silence se fit soudainement. Le visage de Harrington devint rouge écarlate. Des téléphones portables se levèrent dans la foule, certains diffusant en direct. Les journalistes prirent des notes. Tom prit une profonde inspiration en silence. Le poids qu'il portait dans sa poitrine depuis des années s'était légèrement allégé. Face à l'unité, à la résistance et à la justice, aucune somme d'argent ne pouvait tenir. Harrington froissa nerveusement les documents qu'il tenait dans ses mains. « Mon équipe juridique a tout examiné, » dit-il en réprimant difficilement sa colère. « Ce n'est peut-être qu'une manœuvre dilatoire. Votre équipe a peut-être négligé certains détails. » Daniel Conway ne changea pas d'expression et répondit calmement. « Monsieur Harrington, nous avons obtenu les documents originaux du registre foncier du comté tôt ce matin. Le sceau et l'approbation de la municipalité sont toujours valables. Le juge Lamar a décidé de suspendre tous les travaux de construction jusqu'à la fin de l'enquête. Il s'agit désormais d'une décision de justice. » Tom, quelques pas en retrait, observait silencieusement toute cette agitation. Il ne lui échappa pas que Harrington discutait avec animation avec les hommes qui l'entouraient, que son regard calculateur avait remplacé la colère et qu'il était en train d'élaborer une nouvelle stratégie. Il était évident que cet homme avait encore d'autres plans en tête. Pendant ce temps, les habitants du village continuaient d'affluer. Certains arrivaient avec des paniers de pique-nique. D'autres avaient apporté des thermos de café et des gâteaux faits maison. Les enfants, qui ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait, couraient joyeusement dans l'herbe, portés par l'enthousiasme et le sentiment d'unité qui régnait dans l'atmosphère. Sarah Chen s'approche de Tom, suivie de près par le caméraman. « Monsieur Miller, » dit-elle d'une voix douce, « pouvez-vous nous raconter votre histoire? D'après ce que nous savons, vous pêchez dans ce lac depuis 60 ans. » Tom hésita un instant. Il remarqua que Ryan l'observait attentivement. Se retrouver devant les caméras lui donnait l'impression de briser sa tranquillité. Mais à ce moment-là, Ryan posa sa main sur son épaule. « Votre histoire est importante, » murmura-t-il. « C'est comme ça que certaines choses changent. » Tom prit une profonde inspiration
et hocha lentement la tête. Son regard était tourné vers le lac. « Mon père m'a amené ici pour la première fois quand j'avais 5 ans, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Il m'a appris à pêcher près de ces saules. Il m'a appris à rester silencieux, à attendre, à être patient. Je l'ai appris à mon fils, Daniel. Et maintenant, je voulais l'apprendre à mon petit-fils. Mais on veut nous prendre ce lac. » Tout en parlant, il sentait le regard de Harrington posé sur lui. Au loin, vêtu d'un costume noir, il se tenait comme une ombre, cherchant uniquement une stratégie face à l'émotion collective. Mais Tom continua à falloir. Bill s'approcha, une tasse de café fumante à la main. « Tom, dit-il en souriant, la moitié du village est là. Même le juge Peterson est là. Tu sais bien qu'il ne sort jamais de chez lui, sauf pour aller au tribunal. » Tom prit son café. Il regarda la foule autour de lui. Cela faisait des mois, voire des années, qu'il n'avait pas vu autant de gens réunis dans un seul but. Ce n'était pas seulement un lac, c'était un lien, une identité. Et les gens étaient là pour protéger cette identité. Dans l'après-midi, la foule dépassa les 200 personnes. Les médias étaient de plus en plus nombreux. Au début, cela semblait être une affaire locale. Mais l'affaire avait commencé à attirer l'attention au niveau régional, voire national. Tom s'assit sur une chaise pliante apportée par quelqu'un. Les bulldozers étaient arrêtés au bord de la route menant au lac, attendant en silence. Aucun d'entre eux ne fonctionnait. Harrington et ses avocats étaient rassemblés près de leur voiture, chuchotant entre eux d'une voix basse et tendue. À ce moment-là, Ryan s'approcha avec un homme grand d'une 50aine d'années. Une médaille élégante était épinglée à son épaule. « Monsieur Miller, dit Ryan, voici le capitaine Wilson. » L'officier s'avança et tendit la main. « Votre fils, Monsieur Miller, m'a sauvé la vie. Daniel, je n'ai pas pu vous le dire en personne. Je voulais vous le dire maintenant. » Tom se leva, les yeux remplis de larmes. Il tendit la main et serra celle du capitaine. « Daniel ne m'en a jamais parlé, dit-il. » Wilson sourit. Il n'en parlait pas. Il n'aimait pas se mettre en avant, mais moi je n'ai jamais oublié ce qu'il a fait. À ce moment-là, le journal télévisé de midi de nouvelles du Matin national commençait. Sarah Chen présentait le bulletin d'information, le discours émouvant de Tom, son récit sur les 3 générations de sa famille qui pêchèrent dans ce lac, ses larmes filmées par la caméra, l'unité de la population. Tout cela était au centre de l'actualité. À 15 heures, Harrington, entre colère et désespoir, demanda une réunion. Une des tables de pique-nique fut déplacée à l'entrée du chemin menant au lac et les personnes suivantes prirent place autour. Harrington, son avocat, Daniel Conway, le maire Lefebvre, Ryan Dawson et le capitaine Wilson. Tom fut également invité. Harrington tenta pour la première fois de s'exprimer de manière contrôlée. « Cette situation a échappé à tout contrôle, dit-il. J'ai consacré des années à ce projet. Mais maintenant, je suis prêt à discuter d'un compromis. » L'avocat environnemental Conway hocha la tête. « Vous êtes au bon endroit pour commencer. »« Nous vous écoutons, » dit le maire Lefebvre en faisant signe à la foule de se taire. Harrington s'éclaircit la gorge, le visage tendu, mais restant courtois. « Je peux consacrer 30% du littoral à l'accès public, dit-il. Je vais attribuer une zone réglementée et aménagée pour la pêche et les loisirs. » Tom plissa les yeux et regarda vers le lac, puis il secoua la tête. « Ce lac a toujours appartenu à tout le monde, » dit-il d'une voix déterminée mais fragile. « 30%, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure en pourcentage. C'est la mémoire du peuple. » Le maire se pencha en avant et ouvrit son dossier. Les archives du district montrent que les droits d'accès public ont été spécifiquement protégés lors du transfert de propriété originale en 1967. Il semble que nous ayons omis de le vérifier lors de l'examen des permis. Harrington fronça les sourcils. L'avocat à ses côtés se pencha vers lui et lui murmura quelques mots. Alors que la foule retenait son souffle, Harrington soupira et répondit honnêtement « Les mauvaises nouvelles affectent déjà la confiance des investisseurs, » dit-il à contre-cœur. « Voici ce que je propose. Nous développerons uniquement la rive est avec des logements de luxe. La rive ouest restera ouverte au public. Les sentiers pédestres, les jetées, les toilettes et les installations publiques autour du lac seront améliorées. Tous les frais seront pris en charge par Evergreen. » Le capitaine Wilson intervint. « Le lac n'est pas seulement la maison du public, mais aussi celle de la nature. Nous sommes très préoccupés par les dommages environnementaux que la construction pourrait causer.
en particulier le risque que les déchets se mélangent à l'écosystème du lac. Harrington a secoué la tête. Nous irons au-delà des réglementations. En plus de contrôles indépendants, nous créerons un fonds de conservation spécial pour la santé à long terme du lac. Il sera supervisé par des scientifiques et la population. Les négociations se sont poursuivies pendant 1 heure. Il y a eu des moments difficiles, mais aussi des recherches de solutions. Finalement, un accord a été trouvé. 50% du littoral restera ouvert au public. Les installations seront modernisées et respectueuses de la nature. Harrington révisera son plan d'adaptation environnementale. Et surtout, un comité de protection communautaire sera créé, dont Tom fera partie, et l'avenir du lac sera préservé sous la surveillance de la population. 3 mois plus tard, Tom était assis sur la nouvelle jetée en bois construite pour le public. À côté de lui se trouvait son petit-fils Jake. Le garçon de 8 ans, les yeux rivés sur l'eau, tenait sa canne à pêche de ses petits doigts. Tom sourit légèrement. « Pêcher, c'est un travail qui demande de la patience, dit-il. C'est ton grand-père qui t'a appris ça ici, Jake. » On entendit le bruit d'un sentier. Ryan, Chris et Jason étaient venus rendre visite à Tom plusieurs fois depuis ce jour-là. Ils étaient là aujourd'hui aussi. Ils s'approchèrent de la jetée avec une tasse de café et des chaises de camping et les saluèrent amicalement. « Il y a du poisson aujourd'hui ?» demanda Ryan en s'asseyant à côté d'eux. « Pas encore, » répondit Jake avec sérieux. « Mais grand-père dit que tout vient à point à qui sait attendre. » Tom ne put s'empêcher de rire. « Tu es un garçon intelligent, dit-il. Tu es déjà sur la bonne voie. » Un nouveau panneau avait été installé à l'entrée du lac. On pouvait y lire en lettres dorées « Parc communautaire et réserve naturelle du lac des Saules »,« Parc communautaire et réserve naturelle du lac des Saules ». Des travaux de construction étaient toujours en cours sur la rive Est, mais ils étaient désormais étroitement surveillés par des ingénieurs environnementaux indépendants. La rive Ouest, quant à elle, était comme d'habitude animée par les rires des enfants, les paniers de pique-nique et les pêcheurs âgés qui attendaient patiemment que leur ligne morde. Tom leva les yeux vers le ciel. Une légère brise faisait doucement frémir les feuilles des saules. « Tu sais, » dit-il en se tournant vers Ryan, « je ne m'attendais pas du tout à ce que les choses se passent en ainsi. » Ryan sourit. Parfois, il suffit qu'une seule personne se lève pour défendre ce qui est juste. Les autres suivent alors son exemple lorsqu'ils voient son courage. Tom observa la lueur qui illuminait le visage de Jake, tandis qu'il regardait l'eau. Certaines choses avaient changé, les panneaux, les bâtiments, les gens. Mais d'autres étaient restés identiques. Le lac était le même. Son calme, son histoire, sa signification. Et désormais, il serait le même pour les enfants de Jake. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et abonnez-vous à Histoire de la Glynbox pour en découvrir d'autres. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Écrivez un seul mot dans les commentaires. Reconnaissant, inspirant. À bientôt pour une nouvelle histoire.